Bonjour et bienvenue dans l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. L'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire est un projet qui est porté par le système alimentaire montréalais et je m'appelle Erika Salem. Je suis chargée de projet pour l'Espace Cuisine et agente de programme pour le système alimentaire montréalais. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur le 211 et les enjeux de référencement pour l'aide alimentaire d'urgence. Le webinaire a été préparé et sera présenté en collaboration avec le 211 du Grand Montréal et Jeunesse au Soleil. Merci beaucoup pour votre collaboration. Et puis, pour rappel, l'espace cuisine, qu'est-ce que c'est? L'espace cuisine, c'est un espace qui vise à rassembler toutes les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire à Montréal, la construction de systèmes alimentaires durables dans les quartiers. On veut se partager nos outils, on veut avoir un espace d'échange. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut se partager des données de recherche, des données de projet, des leçons apprises, des enjeux qu'on vit dans les quartiers qu'on voudrait adresser. Donc, c'est un espace qui est participatif, puis toutes les activités sont toujours, les sujets d'activité sont toujours montés en fonction des questionnements, des suggestions, des demandes de nos partenaires. Donc, si vous avez des idées pour les prochains webinaires, s'il y a des choses que vous aimeriez adresser qui se passent par rapport à dans vos quartiers, bien, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, aujourd'hui, le webinaire portera sur le 211 et les enjeux de référencement. Pourquoi on en est arrivé là? Ça vient particulièrement, je pense que ça a toujours été un enjeu, mais ça vient particulièrement du moment suite à mars 2020, quand la crise de la COVID a commencé, on a eu des gros enjeux de mise à jour au 211 des données. Puis avec nos partenaires au 211, on s'est penché sur cette question-là. En fait, ça fait presque 2 ans, donc, qu'on essaie de comprendre c'est quoi. Comment on fait pour faciliter la mise à jour des données du 211? Comment on fait pour faciliter la communication? Comment ça se passe réellement pour les organisations de quartier pour le référencement des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire d'urgence? Puis c'est quoi leur relation? Comment ils voient le 211? Donc, on va essayer d'aborder toutes ces questions-là aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est aussi de renforcer les connaissances sur le 211 en général. Des fois, les gens ont une perception qui n'est pas nécessairement... c'est pas exactement ça, le 211. Puis on va aussi, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous puis de comprendre là, c'est quoi, comment on fait pour améliorer les services du 211 puis la collaboration avec toutes les organisations qui font de l'aide alimentaire d'urgence. Donc, pour ce faire, nous allons commencer avec une super présentation qui va être réalisée par Brigitte Gagnon-Boudreau, qui est directrice du 211 et partenariat, qui va nous parler de la mission, des services, des données, des projets en cours, puis des différents enjeux qu'ils vivent au 211. Ça va vous donner une meilleure idée de comment ça se passe de ce côté-là. Puis on a invité Eric Kingsley, qui est directeur des services d'urgence à Jeunesse au Soleil, pour comprendre, Jeunesse au Soleil a une capacité d'action régionale. Donc, il y a plusieurs questionnements qu'on avait particulièrement pour ce type d'organisation-là. Mais donc, on va lancer la conversation avec des questions adressées à Eric, mais en fait, ces questions-là sont aussi adressées à toute personne qui aurait des réponses et autres approches, autres réalités, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui a une organisation régionale avec des capacités de livraison partout. Donc, c'est important aussi de recueillir aujourd'hui vos réalités dans vos quartiers. Donc, puis on va finir ça avec des échanges et questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Brigitte. Merci, j'ai la pression. Une super présentation. Il va falloir que, que je sois à la hauteur. Merci de m'avoir invité. Je suis heureuse d'avoir cette plateforme-là pour pouvoir peut-être vous aider à mieux comprendre c'est quoi le 211. Puis, on a spécialement un projet là, en insécurité alimentaire en ce moment. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle on se penche activement. Donc, je suis super heureuse d'avoir accès à cette plateforme-là pour vous entendre, là, en fait, pour recueillir vos commentaires sur comment améliorer le 211 là, en termes de référencement en aide alimentaire. Donc, je suis prête à commencer. Donc, rapidement, pour vous expliquer un peu c'est quoi le 211, je pense probablement que la majorité d'entre vous en ont entendu parler. Il y a quand même différents éléments à l'intérieur du 211. Des fois, il y a des éléments qui sont plus ou moins connus. Donc, je vous fais un petit portrait global. Ça se décline globalement en 4 services. Donc,
pour commencer un répertoire, donc une base de données de toutes les ressources socio-communautaires, publiques, parapubliques, donc pas seulement l'aide alimentaire sur tous les sujets, mais entre autres en aide alimentaire. Donc, on parle d'environ 6 000 organismes et programmes qui sont contenus dans notre base de données pour tout le Grand Montréal et qui sont mis à jour en continu. Donc, on a vraiment une équipe de recherchistes à temps plein qui s'occupe de s'assurer qu'on a la bonne information. Cette base de données-là est bilingue, donc disponible en français et en anglais, est disponible sur notre site web qui est adaptatif multiplateforme, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser autant sur votre cellulaire, votre tablette que sur votre ordinateur. Un des gros avantages de notre base de données, c'est qu'elle permet la géolocalisation des organismes. Donc, quand vous arrivez sur le site, on vous demande votre code postal afin de vous donner les organismes qui vont être les plus près de la personne, puis qui vont desservir aussi le territoire de la personne. Je pense qu'en aide alimentaire, probablement que vous le savez, là, le territoire, c'est complexe, là. Je donne toujours l'exemple des Saint-Vincent-de-Paul qui ont un territoire par paroisse. Qui sait encore dans quelle paroisse il est à Montréal? Je pense que c'est assez rare. Donc, on a cette expertise-là aussi d'être capable d'identifier vraiment à quel service la personne peut avoir accès selon son code postal. Il y a possibilité aussi sur notre site web de générer des répertoires. Donc, des fois, il y a des gens qui vont vouloir. On a souvent des demandes, là, les gens, ils veulent vraiment plus leur répertoire. Il y a encore des gens qui veulent imprimer des répertoires, ce qui est très correct. On a chacun nos méthodes de travail. Donc, c'est possible aussi de le faire. Il y a des répertoires PDF personnalisés qui peuvent être faits sur le site web. Je ne vais pas rentrer dans le détail des fonctionnalités, mais n'hésitez pas, là, vous allez avoir mes coordonnées à la fin du webinaire. S'il y a des éléments que vous voulez approfondir, vous pourrez me contacter, puis on pourra regarder ça ensemble. Sinon, ben, ça, je pense que c'est quand même connu, le service téléphonique. Donc, 211, c'est un numéro de téléphone que les gens peuvent composer 7 jours sur 7, de 8 heures à 18 heures, pour parler directement à nos conseillères qui sont spécialisées pour rechercher dans la base de données, donc pour trouver les bonnes ressources, mais aussi pour accueillir les personnes, là. Donc, on travaille avec une clientèle vulnérable. On travaille aussi avec des personnes des travailleurs sociaux, des intervenants, intervenantes. Donc, on travaille avec toutes sortes de personnes. Il y a aussi toute une approche humaine. Ce n'est pas seulement un service d'annuaire. Là. On accueille vraiment les personnes. On prend le temps de comprendre leurs problématiques. Ce qui fait que la durée moyenne des appels est très variable. On parle d'environ 6 minutes, mais on a autant des appels de 1 minute parce que la personne sait exactement ce qu'elle veut. On lui donne le numéro de téléphone, c'est efficace. Puis on a des appels de 45 minutes parce que la personne est dans un grand état de détresse. Puis il faut vraiment prendre le temps d'atterrir avec elle puis de comprendre c'est quoi les références qu'on peut lui faire. Le temps d'attente moyen est d'environ 1 minute, donc c'est quand même rapide là, de pouvoir parler aux 2 heures, ce qui est un gros avantage, par exemple, si on compare à d'autres services là, téléphoniques là, qui souvent ont des temps d'attente plus longs. Puis, c'est un service fait intéressant aussi qui est souvent méconnu, qui est disponible en 200 langues. On est un organisme à but non lucratif. Là. Vous comprendrez qu'on n'a pas 200 personnes qui parlent 200 langues au sein de notre équipe, mais on a accès en fait à un service d'interprète. Donc, on fait des conférences à 3 avec les personnes qui nous appellent, puis on peut instantanément, là, en fait, c'est une entreprise là, qu'on appelle qui trouve un interprète dans la langue de la personne, puis on peut avoir une conversation rapidement là, dans cette langue-là. Puis notre base de données nous permet aussi d'identifier les langues parlées dans les organismes. Donc, on essaie le plus possible de référer la personne vers des organismes qui vont parler sa langue pour qu'elle puisse trouver l'aide, là, puis pouvoir communiquer, évidemment. Ce service-là est également disponible par clavardage via notre site web. Les heures sont un peu différentes, là. On est disponible un peu plus. On ferme un peu plus tôt là, la fin de semaine pour le clavardage sur le site web. Puis sinon, ce qui est peut-être un peu plus méconnu, puis ce qui va faire partie de notre projet en aide alimentaire, c'est nos données d'analyse sociale. Donc, les gens qui nous appellent, on récolte de l'information démographique là, de base. Là. Je vais vous montrer les données un peu plus en détail tout à l'heure, mais on a quand même un bassin d'informations vraiment intéressant. On a environ 40 000 appels par année, donc c'est quand même 40 000 données de besoins exprimés, etc. Là, il y a un potentiel de ce côté-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ça, c'est le gros résumé global de c'est quoi le 2-1 Grand Montréal. Je vous disais tout à l'heure qu'on a toutes sortes de demandes. C'est sûr qu'il y a l'alimentation, mais vous voyez là, très rapidement le portrait de. Ça, c'est les catégories de notre site web, là, en fait, que j'ai mises, mais pour vous montrer un peu l'éventail de tout ça. Donc, c'est sûr aussi, j'en profite pour souligner que ben, souvent, les personnes qui ont des problématiques
qui ont des besoins en aide alimentaire ont d'autres problématiques connexes, là. Donc, le 2-1 aussi, vous pouvez y référer votre clientèle quand vous ne savez pas exactement comment répondre aux besoins. Vous pouvez soit lui dire d'appeler directement le 2-1 si la personne est autonome et en mesure de faire ses démarches. Vous pouvez également nous appeler là, pour qu'on travaille ensemble à trouver des ressources pour les personnes. Petit tableau rapide, c'est une des pages de nos données d'analyse sociale qui vous permettent de voir, en fait, ce que je voulais montrer avec ces données-là, c'est que l'alimentation représente vraiment un besoin fréquemment exprimé au 2-1. C'est sûr que c'est variable selon les périodes. Là, on parle des données surtout de 2020-2021. C'est sûr qu'en 2020, on a eu un très gros pic là, de demandes en aide alimentaire. Je pense que vous l'avez constaté aussi. Mais pour vous dire que c'est vraiment une grosse proportion des demandes qu'on reçoit. Donc, ce qui fait que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et pour lequel on espère pouvoir travailler en concertation. Donc, ça, c'est un peu le portrait plus détaillé des demandes liées à l'insécurité alimentaire. Les données que vous voyez en ce moment sont toutes disponibles sur notre site web, là, si vous voulez prendre le temps d'aller voir. Puis, c'est des tableaux qui sont interactifs. Là, l'image est figée, mais il y a moyen d'aller vraiment cibler ce qui vous intéresse là, en termes de territoire, d'âge, de type d'aide alimentaire, etc. C'est disponible sur 21qc.ca/données. Puis, c'est ça, il y a une des parties là, finalement de nos données qui sont vraiment l'analyse par sujet. Donc, on fait entre autres une analyse par sujet de l'alimentation. Donc, ça vous permet de voir le portrait des besoins d'aide alimentaire. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu beaucoup de demandes en 2020. Là, vous voyez entre autres dans la case nombre de besoins exprimés par mois qu'en avril 2020, ça a vraiment explosé. Là. On avait eu 4500 demandes, là, ce qui est vraiment exceptionnel. Là. Normalement, ça tourne plus autour de peut-être 300, 400, 500 demandes, avec évidemment un pic dans la période des fêtes là, avec les paniers de Noël. Mais bon, je vous épargne le détail, mais ça vous montre un peu ce qui peut être exploré en termes de données d'analyse sociale. Là. Donc, encore une fois, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me joindre après le webinaire. On pourra en discuter aussi plus tard si vous voulez. Donc, tout ça, en fait, explique que la naissance du projet en insécurité alimentaire qu'on a mis sur place. Ce projet-là s'inscrit dans un appel à projet conjoint de la Ville et la Direction régionale de santé publique de Montréal pour la lutte à l'insécurité alimentaire dans le contexte de la COVID-19. Puis ensuite, il s'est inscrit particulièrement dans le plan de relance du service de développement économique de la Ville de Montréal. Donc, on a un projet qui est sur 2 ans. Puis, ce projet-là vise entre autres à aller récolter des données. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure qu'est-ce qu'on va aller récolter comme données. Puis, il vise aussi à offrir un suivi là, aux personnes qui nous demandent de l'aide alimentaire. Donc, le but global de notre projet en insécurité alimentaire, c'est de comprendre la trajectoire des personnes qui demandent de l'aide alimentaire et voir la capacité du réseau communautaire pour répondre à la demande. Donc, pour y arriver, c'est en 3 volets, donc le suivi, la documentation et la concertation. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça plus en détail graduellement. Donc, pour la partie suivie, concrètement, je vous parlais un peu tout à l'heure du rôle des conseillères. Donc, quand les gens nous appellent, leur rôle de base, là, en dehors du projet, là, le rôle de base des conseillères au 2-1, c'est d'accueillir la personne, d'analyser son besoin. Puis, comme je vous disais aussi pour les données d'analyse sociale, on collecte déjà un certain nombre d'informations globalement là, pour toutes les demandes reçues. Donc, le code postal, on le collecte pour les statistiques. Évidemment, ça nous sert aussi à trouver les ressources qui vont pouvoir aider la personne dans son quartier. On demande aussi l'âge de la personne, qui souvent aussi est un critère d'admissibilité. Donc, ça nous permet aussi de cibler les ressources auxquelles elle est admissible. On note son genre, la langue parlée. On a tout un système qui nous permet de noter de façon très précise les besoins qui ont été exprimés par la personne. Puis, on lit les organismes qui ont été référés en fonction de ces besoins-là. Non, je n'avais pas tout à fait terminé pour cette fiche. Donc, c'est ça. Puis là, dans le fond, là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un suivi. Donc, quand la personne nous appelle pour nous demander de l'aide alimentaire, on lui demande si elle accepte qu'on la rappelle dans une semaine
pour savoir si les ressources ont fonctionné. Donc, il y a un aspect de ça aussi qui est aussi l'objectif de si ça n'a pas fonctionné, on va pouvoir lui donner d'autres ressources, puis on va pouvoir s'assurer qu'elle trouve de l'aide. Puis, on en profite pour lui poser quelques questions sur sa situation. Donc, vous voyez à droite les questions qu'on pose dans le cadre du projet actuel. Donc, côté questions démographiques, on demande principale source de revenus du ménage, niveau d'éducation, situation du ménage. La situation du ménage, c'est à savoir avec qui la personne vit finalement. Est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est en couple, famille, etc. Situation de logement. Citoyenneté, statut d'immigration, historique de recours à de l'aide alimentaire. Évidemment, tout ça, la personne consent à nous donner l'information, puis si elle n'est pas à l'aise, c'est vraiment correct, ce n'est pas obligatoire de nous répondre, puis tout ça est anonymisé. Puis ensuite, il y a la partie plus suivi des références, donc on lui demande si elle a contacté les organismes. C'est sûr, c'est un aspect intéressant, là, si elle n'a pas obtenu de l'aide, ça peut être aussi parce qu'elle n'a pas fait ses démarches, là, donc on note ça aussi. Puis on essaie de savoir pourquoi aussi la personne n'a pas nécessairement a décidé de ne pas faire ses démarches. Est-ce qu'elle a obtenu de l'aide? Sinon, on note les raisons, pourquoi elle n'a pas réussi à obtenir de l'aide, puis le temps que ça a pris pour en obtenir et si la personne a été satisfaite de l'aide obtenue. Ceci dit, on est vraiment très prudent. On n'est vraiment pas un service d'inspection de la qualité du service dans les banques alimentaires. Là, donc, c'est vraiment pas ça le rôle, mais on veut un peu globalement voir là, s'il y a un niveau de satisfaction là, de ce côté-là. Donc, voilà. Vite, je me permets de poser tout de suite une question qui a été posée dans le chat par Eve Torres, qui est, je me demandais si le service multilingue sauterait en lien avec la loi 96 et est-ce que vous allez intervenir en ce sens après des politiques? Je dois avouer mon ignorance sur la loi 96, mais il n'y a aucune. C'est pas du tout dans notre agenda de faire sauter notre service multilingue. Là. On n'a pas de. Il n'y a pas de loi ou quoi que ce soit qui nous assujettit à. C'est de façon d'un organisme indépendant. Là. On offre notre service en 200 langues. Puis il n'y a aucune question qu'on arrête de le faire. Là. Les 2-1 à travers le Canada, à travers l'Amérique le font. Là. Donc, non, il n'y aurait pas de raison d'arrêter de le faire. Je comprends votre préoccupation, puis c'est important, on pourra y adresser, on va continuer la présentation, on pourra y revenir si vous avez des précisions à apporter, Mme Thérèse, merci. Donc, pour la documentation, donc, je vous disais tout à l'heure, c'est sûr, notre base de données est mise à jour. On essaie de la mettre à jour vraiment de façon la plus proactive possible. Puis ça, c'est un des sujets sur lesquels on va vouloir vous entendre, là, parce qu'on veut vraiment essayer d'améliorer ça dans le cadre du projet. Déjà, il y a une mise à jour annuelle de chaque organisme contenu dans la base de données. Donc, si vous êtes un organisme communautaire, vous avez peut-être déjà dû répondre à nos demandes de mise à jour. Il y a des mises à jour saisonnières aussi. Par exemple, les organismes qui offrent des paniers de Noël, on les contacte dans la période des paniers de Noël pour confirmer cette information-là. Puis il y a des mises à jour ponctuelles pour des changements qui ont été signalés. Dans le cadre des suivis, entre autres, si les personnes nous disent qu'ils n'ont pas pu obtenir l'aide parce que l'organisme était fermé, mais que nous, dans notre base de données, ça dit qu'il est ouvert, on va en profiter pour contre-vérifier. On fait de la revue de presse aussi, on fait vraiment beaucoup de. On essaie proactivement d'aller chercher l'information le plus possible. Donc, amélioration visée par le projet, on veut essayer vraiment de multiplier les canaux de communication là, pour améliorer ça. On a envoyé une infolettre, entre autres, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont reçu il y a quelques semaines, mois, où on proposait un formulaire, en fait, qui permettrait peut-être plus facilement de faire la mise à jour. On n'a pas eu de commentaires sur est-ce que ce formulaire-là était adapté ou non. D'ailleurs, si vous l'avez reçu et vous avez des commentaires, j'aimerais ça vous entendre au moment de la période de discussion. Le but aussi, c'était que ce formulaire-là, éventuellement, soit disponible sur notre site web. Donc, ça, c'est dans nos cartons en ce moment. Puis, on veut essayer de collaborer avec les instances de concertation aussi parce qu'on sait qu'il y a des répertoires qui se font ici et là. Il y a des gens qui, dans leur travail quotidien, vont récolter de l'information sur les services disponibles. Donc, on aimerait vraiment ça avoir des canaux pour avoir accès à cette information-là. Puis, dans les deux sens aussi, là, pouvoir faire profiter de l'information que nous, on a récoltée. Donc, dans l'optique aussi d'arrêter de dédoubler le travail, peut-être que vos équipes passent un temps qui pourrait passer sur des autres choses, là, finalement, là, à faire ces mises à jour-là. Nous, on le fait déjà, c'est notre travail de faire des mises à jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut essayer de discuter, là, comment on pourrait améliorer ça. Bon, c'est bon.
Puis, troisième aspect du projet, c'est plus la concertation. Donc, aujourd'hui, c'est un des bons exemples de concertation, mais on a aussi mis sur pied un comité de suivi avec des acteurs clés. Donc, entre autres, Centraide du Grand Montréal, entre autres avec son projet de radar. Donc, on travaille ensemble justement pour essayer de dresser le portrait là, de l'offre alimentaire. Le Conseil SAM, donc Erika fait partie du comité de suivi également. On avait une personne de la direction de santé publique. Malheureusement, il y a du roulement de personnel un peu à la santé publique en ce moment. On a perdu notre membre, mais on espère pouvoir avoir à nouveau quelqu'un dans notre comité de suivi de ce côté-là. On a Jeunesse au Soleil aussi qui représente finalement on voulait des organismes aussi là, sur la table, on voulait du terrain. On a Moisson Montréal pour la distribution, Société Saint-Vincent-de-Paul, puis on a des personnes de la Ville de Montréal, là, particulièrement qui s'intéressent aux données, puis évidemment le service de diversité et de l'inclusion sociale. Donc, je vous montre très rapidement en exclusivité quelques données qui ne sont pas encore disponibles, mais qu'on a commencé à récolter dans le cadre du projet. Donc, on a commencé à offrir le suivi, puis à passer des questionnaires aux personnes qu'on rappelle. Donc, c'est en 3 volets, encore une fois. Donc, dans le fond, c'est un peu la page d'accueil qui donne un portrait global. Les grandes lignes que vous voyez en turquoise, c'est le nombre d'appels qu'on a reçus en aide alimentaire, puis les petites lignes à côté en noir, c'est le nombre de suivis qu'on a pu faire par mois. Donc, c'est sûr que notre objectif, c'est de le faire augmenter graduellement. Je n'avais pas les chiffres de janvier, là, malheureusement, à jour, mais on va essayer d'en faire de plus en plus, là. Donc, on a démarré activement le projet. Une donnée peut-être déjà là, qui peut sembler intéressante, on voit le suivi par arrondissement. Donc, il y a des arrondissements, par exemple Montréal-Nord, où la proportion est grande actuellement. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut. Là, je vous présente un peu les données de façon macro, mais éventuellement, on espère avoir des partenaires pour aller regarder les données de façon micro puis pouvoir faire des analyses de ce que ça veut dire, tout ça, là, finalement. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait 68 suivis là, par rapport aux environ 2400 demandes qu'on a reçues par rapport à l'aide alimentaire. Donc, la proportion est petite, mais elle va augmenter graduellement. Tu peux y aller pour... Ah, c'est bon, excuse-moi. Je pense que je n'avais même pas remarqué que tu avais changé la donc, profil des suivis. Ça, c'est les données un peu plus démographiques que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ça nous permet de voir un peu les gens avec qui on a fait le suivi. C'est quoi leur profil, c'est quoi leur âge, leur langue, genre, statut de citoyenneté, source de revenus, etc. Là, encore une fois, c'est une image figée, mais c'est encore une fois des tableaux qui sont interactifs. Donc, c'est possible, par exemple, d'aller cliquer sur aide sociale pour aller ensuite voir comment les autres données bougent en fonction, là. Donc, on pourrait voir si, par exemple, je ne sais pas, là, on pourrait croiser à peu près n'importe quoi finalement, là, voir si la situation des personnes célibataires, est-ce qu'elle est particulière, la situation des personnes sur l'aide sociale, est-ce qu'elle est particulière, est-ce que selon les âges, ça varie. Donc, il y a vraiment une analyse différenciée là, qui est possible, là. Donc, ça va vraiment être à explorer. Puis finalement, je pense que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la question de est-ce que les gens ont réussi à obtenir de l'aide. Les données qu'on voit là sont un peu décourageantes, mais en fait, c'est qu'on a fait le constat dans le temps des fêtes qu'il y avait beaucoup de gens qui ne réussissaient pas à obtenir de l'aide. Déjà, en janvier, ça semblait s'être amélioré. Donc, on parlait un peu en introduction tout à l'heure que ça pourrait être un sujet intéressant, là, l'aide alimentaire dans le temps des fêtes. On a vraiment constaté quelque chose là, dans nos données cette année par rapport à ça. C'était difficile d'accéder à l'aide alimentaire pendant le temps des fêtes, puisqu'il y avait vraiment une très grande hausse des demandes, entre autres. Là. Il y aurait plusieurs hypothèses, mais c'est ça fait partie des constats qu'on a fait. Donc, c'est ça, on note si la personne a réussi à obtenir de l'aide. Si oui, est-ce que c'était dès la première fois ou est-ce qu'il a fallu qu'on fasse plusieurs suivis avant qu'il réussisse à en obtenir? On demande aussi à la personne si c'était la première fois qu'elle demandait de l'aide alimentaire. Ça aussi, on va peut-être voir si ça varie selon les mois. Là. On avait l'hypothèse, entre autres, tout à l'heure avec Eric, que dans le temps des fêtes, il y a plus de gens que c'est la première fois qu'ils demandent de l'aide alimentaire. Donc, on va pouvoir croiser ça aussi par période. Puis tout le reste, là, finalement, combien de jours ça a pris, etc., là, tout ça est colligé. Puis on collige aussi les raisons pour ne pas avoir obtenu de l'aide. Ce qui est intéressant aussi, peut-être que par quartier, on va voir que ça varie.
pour l'instant, on a beaucoup d'incapacité à joindre l'organisme, mais c'est toujours intéressant de voir aussi que parfois, c'est parce que le coût est trop élevé. Je pense que c'est une des questions qu'on se pose légitimement là, dans l'univers de l'aide alimentaire. Est-ce qu'on devrait charger? Ben, est-ce qu'on a la capacité de ne pas charger déjà? Là? Mais je pense que c'est une grande question. Donc, si on voit vraiment que c'est un obstacle, ça pourrait être quelque chose à mettre en lumière. On a aussi des personnes qui nous disaient, par exemple, que des fois, ils n'étaient juste pas admissibles, finalement, après avoir appelé. Des fois, c'est temporairement non disponible. Des fois, on constate aussi que les personnes nous disent que c'était trop compliqué. Ils ont appelé, puis il y avait plein de papiers, il y avait plein de choses là, à transmettre, puis c'est devenu trop compliqué, donc ils ont abandonné. Ça aussi, là, je pense que ça peut être très intéressant à mettre en lumière. Donc, voilà, rapidement, là, en exclusivité, c'est des données très, très, très préliminaires. Là. On a seulement fait 68 suivis. On espère en faire plusieurs centaines. On a encore une grosse année là, pour faire du suivi. Puis là, on est lancé, donc on devrait pouvoir en faire plusieurs par mois. Donc voilà, rapidement les données. J'espère que je vais avoir stimulé la conversation en vous montrant ça. Je pense que ça termine pas mal ma présentation ensuite. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte. C'est vraiment super intéressant. Puis moi, j'adore ce projet. Ça permet de lancer vraiment des questionnements, d'essayer de répondre à des questions qu'on a de façon permanente par rapport à qui finalement réussit à avoir de l'aide. Puis tu sais, on a vu, il y a 11 personnes qui n'ont pas réussi à rejoindre l'organisme. Je suis curieuse de savoir, est-ce que finalement, ces personnes-là, est-ce qu'ils ont rappelé au 211? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ces personnes-là qui n'ont pas obtenu d'aide? Est-ce qu'on a essayé de les renvoyer ailleurs? C'est quoi leur mécanisme finalement? Ou s'ils sont juste repartis dans les brumes puis ils ont essayé de s'arranger avec eux-mêmes? Donc, c'est plein de questions qu'on va on va être intéressé à continuer à suivre. Donc, je ne sais pas si directement par rapport à ce qui a été présenté, il y aurait une ou deux questions qu'on pourrait particulièrement adresser ou si les gens ont... Oui, il y a Anna-Méline qui a la main levée. Je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, donc bonjour. Ma question, c'est par rapport aux appels. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de citoyens qui vous appellent, mais de la part des organismes et même des institutions, des intervenants comme les CLSC qui réfèrent au 211. Est-ce que vous prenez pour vos statistiques les besoins de la personne ou vous comptez aussi combien d'organismes qui nous ont appelés? Pour l'instant, nos statistiques sont vraiment centrées sur le besoin exprimé et à qui s'adressent les ressources. Donc, même si la OK. personne qui nous appelle est intervenante, les données sont vraiment ciblées sur la personne dans le besoin. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on veut explorer. Là, c'est dans ma to-do list pour très bientôt là, de ajouter une case dans nos statistiques pour noter justement mais qui nous a appelés? Est-ce que c'était la personne directement qui nous a appelés? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un intervenant, une intervenante? Là? Donc, oui, effectivement, on s'aperçoit que ça serait une donnée intéressante aussi à récolter. Merci. On pourrait prendre une autre question s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose sur le bout de la langue qui l'empêche de turluter. Oui, on a Emma Campbell. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans les conversations que j'ai eues avec plusieurs résidents sur autre sujet que l'alimentation, mais l'alimentation, ça tombe là-dedans aussi. Est-ce que vous avez un rapport avec, est-ce que vous parlez avec le 311, puis comme vous partagez vos datas? Parce que pour nous, honnêtement, j'ai eu beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre le 311 et le 211. Puis souvent, c'est surtout des personnes plus âgées que tu essaies d'expliquer la différence, puis comme tu es à moitié à travers ton définition des deux, puis ils ont déjà perdu le fil. Là. Fait que je veux juste savoir à quel point est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous échangez ces informations-là pour dire, hey, moi j'ai eu beaucoup d'appels qui ont dû vous appeler à la place. Ben, je vous avouerai que c'est un très grand défi. C'est sûr que nous, c'est ça, on est malgré tout un petit organisme à but non lucratif. Donc, on essaie de bouger rapidement souvent. Puis quand on essaie d'interagir avec le 3.1, c'est plus difficile. C'est quand même une très grosse machine, le 3.1. Surtout que c'est en processus de centralisation là, dans les différents arrondissements. Donc, c'est un peu. On essaye très fort là, de collaborer. On essaie très fort aussi de faire des publicités conjointes pour justement essayer de faire la différence entre les deux. On reçoit beaucoup d'appels, beaucoup. On reçoit une proportion d'appels effectivement qui auraient dû être
que les gens auraient dû appeler le 311, on les réfère. On pense qu'inversement aussi, on sait qu'ils nous réfèrent souvent. Donc, il y a quand même, oui, une relation de base qu'on essaie d'entretenir le plus possible, mais c'est sûr que ça fait partie de nos enjeux de démystifier c'est quoi le 211, là, déjà faire la différence. On parle du 311, mais le 811 aussi, c'est un gros enjeu, surtout le 811 info social. Qui fait quand même quelque chose de très semblable à ce qu'on fait, mais qui fait plus d'interventions et qui a, les temps d'attente sont un peu plus longs. Ils ont une base de données un peu moins solide que la nôtre, je pense. Désolée s'il y a des personnes du 8 heures pour en discuter de notre base de données. Mais ouais, c'est ça, c'est un de nos enjeux, c'est sûr. Puis je pense que ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup justement par le bouche à oreille. Puis tu sais, si les gens nous appellent, puis c'était pas à nous qui devaient parler, c'est pas grave, là, on va les retransférer puis on va leur expliquer. Là, mais ouais, faire comprendre c'est quoi notre rôle, c'est vraiment un de nos principaux enjeux quotidiens. Là. Donc, si je comprends bien, il y a des liens. Le 211 peut retransférer quelqu'un vers le 811 directement ou est-ce que vous faites juste dire à la personne? Non, on dit à la personne de raccrocher parce que, ben, pour différentes raisons. Là. C'est sûr qu'on pourrait faire un transfert direct, mais sinon, c'est sûr qu'on ne peut pas attendre que le 811 réponde. ça serait long. Là. Donc, on invite la personne à faire ses démarches, mais c'est sûr que si on peut l'aider, on va l'aider, mais c'est sûr que, par exemple, le 811 Info Social, ils font plus. Nous, on ne fait pas de l'intervention. Donc, si la personne a vraiment besoin d'un soutien psychosocial, on va la référer au 811, entre autres, là, parce qu'il y a des organismes communautaires aussi qui font du soutien psychosocial. Donc, on va essayer de prioriser les organismes communautaires d'abord, mais c'est sûr qu'il y a tout ça. C'est important qu'on puisse se parler entre organisations pour bien différencier nos rôles. Là. Super, merci. On va prendre une dernière question avant de passer à l'échange avec Jeunesse au Soleil et tout le monde, en fait. Là. Mais oui, c'est Christa Smith. Oui, j'ai une question à propos de les mises à jour. Donc, ma question, c'est est-ce que les systèmes en place pour les mises à jour en ce moment, vous pensez que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un besoin pour que les organismes communiquent plus fréquemment ou que le 211 contacte les organismes et vice-versa? Mais ouais, les systèmes en place en ce moment, est-ce que ça fonctionne bien? Je pense que ça fonctionne bien, globalement, c'est suffisant. Je pense qu'on est capable de bien jouer notre rôle au quotidien. Ceci dit, on espère toujours pouvoir s'améliorer, puis ça dépend des situations aussi. C'est sûr que la COVID, je pense, Erika le nommait au début, ça a été vraiment particulier parce que là, soudainement, il y a plein d'organismes qui ont fermé, il y a plein de services qui n'étaient plus disponibles. Puis les organismes étaient très débordés aussi. Donc, c'est sûr que nous, on les harcelait pour avoir l'information, mais en même temps, on se sentait mal de faire ça parce qu'on savait qu'il y avait vraiment autre chose à gérer sur le terrain que de nous appeler pour faire leur mise à jour. Donc, on essayait de trouver un équilibre par rapport à ça. Puis, dans le fond, ce qu'on apprenait, c'est qu'il y avait aussi des concertations sur le terrain qui étaient en train de faire la même chose que nous. Donc, finalement, ces organismes-là, ils étaient en train de 2 fois devoir répondre à la même question alors qu'ils n'avaient même pas le temps d'y répondre une fois. Là. Donc, je pense que notre système de base fonctionne. On est capable vraiment de référer vers des organismes en général qui sont ouverts, qui offrent le service, etc. Mais on espérait vraiment que ça devienne un réflexe. On espérait vraiment que dès qu'un organisme a un nouveau service, arrête un service, n'a plus la capacité de répondre, tout de suite, ils nous appellent puis ils nous disent « OK, arrêtez de nous référer » ou « OK, vous pouvez commencer à nous référer pour ça » ou que ce soit vraiment naturel finalement puis inscrit un peu dans la culture du milieu communautaire de passer par le 211 pour qu'on soit finalement l'endroit central où se trouve l'information puis qu'on puisse être un outil pour tout le monde, là, dans le fond. Justement, ça nous amène aux questions de référencement qu'on voulait poser premièrement à Jeunesse au Soleil, mais ensuite d'ouvrir la conversation avec vous. Puis j'ai arrêté de présenter, j'ai arrêté la présentation parce que je trouvais ça plus intéressant de pouvoir échanger et se voir. Mais je vais vous mettre, dans le fond, des questions. La première question, je vais les mettre dans le chat dans quelques secondes, mais la première question serait sur le référencement. D'où proviennent les références faites vers Jeunesse au Soleil? Puis là, Éric, à toi l'honneur. Mais on reçoit bien sûr le 211, mais les personnes ne s'identifiaient pas nécessairement comme étant référées par le 211. On a beaucoup des intervenants de la CLSI qui vont appeler ou qui vont demander à le client d'appeler, mais c'est pas rare que les intervenants y appellent eux-mêmes. On reçoit bien sûr le Croix-Rouge pour une type de clientèle des sinistrés, puis le CAVAC, aussi les victimes d'actes criminels, le PRIDA pour des nouveaux arrivants, des nouveaux réfugiés. Fait qu'il y a
sont un peu de partout, les références vers nos services de banque alimentaire. Puis pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec le banque alimentaire de Jeunesse au Soleil, on a beaucoup de nouveaux utilisateurs à chaque mois, chaque année. Il y a un grand pourcentage de personnes qui ouvrent des dossiers chez nous. Si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Il y a le temps de Noël, par exemple, qu'on a mentionné, qui était un moment important pour les nouveaux utilisateurs. Je ne sais pas, Brigitte, tu veux approfondir cette question-là par rapport à d'où proviennent les références? Ben, c'est une question qui était, en fait, moi, que j'avais envie de poser à Jeunesse au Soleil. J'étais curieuse un peu de voir justement, c'est sûr que nous, on en fait énormément des références vers Jeunesse au Soleil. Puis ce qui est intéressant dans la conversation qu'on avait eue un peu en se préparant, c'est que finalement, c'est un peu invisible. Ils ne savent pas nécessairement à Jeunesse au Soleil que les gens ont été référés par le 2-1, alors qu'on les réfère des centaines de fois là, par année. Donc, c'est sûr que ça arrive. Donc, c'est sûr qu'il y a une part d'invisible. Mais j'étais curieuse aussi de voir, c'est sûr qu'à l'intérieur du communautaire, c'est ça, il y a énormément de bouche à oreille. Puis je pense qu'il y a énormément de références qui se font. Puis je pense que ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on avait un peu l'intuition que des fois, il y a certains organismes qui sont plus connus que les autres, puis qui vont toujours être référés. Donc, finalement, cet organisme-là se retrouve vraiment avec une grosse charge de références. Puis, une des choses aussi qu'on voulait faire valoir aujourd'hui par rapport au 2-1, c'est que, nous, on va vraiment s'assurer de référer la ressource de proximité. Donc, peut-être le petit comptoir alimentaire que personne ne connaît encore dans le réseau parce qu'il vient de naître, mais nous, on le connaît, donc on va pouvoir référer la personne vers là. Puis ça va permettre, par exemple, de décharger Jeunesse au Soleil qui se serait retrouvé avec toutes les références parce que tout le monde les connaît, eux, finalement. Je pense que ça doit être vrai pour d'autres exemples, là, le réseau des Saint-Vincent-de-Paul, entre autres, et tout. Il y a des réflexes, je pense, qu'on a, des organismes que tout le monde connaît. Mais c'est ça, ça serait intéressant que les références se fassent finalement. Ben, c'est un peu ce qu'on espère, là, finalement, que les gens aient le réflexe d'appuyer devant pour ce genre de choses-là. Super. Donc, la référence vers Jeunesse au Soleil, dans le fond, le fait, si vous avez ce réflexe-là d'envoyer vers les petites banques alimentaires locales, mais qu'au final, quand même, vous faites affaire beaucoup à référer les gens vers le 2-1-1, est-ce que c'est pour voyons, j'ai dit le 2-1, Jeunesse au Soleil, excusez, je déparle. Si vous faites affaire si vous référez les gens vers Jeunesse au Soleil, particulièrement plus que la moyenne, est-ce que c'est pour une raison particulière? Oui, ben c'est sûr que Jeunesse au Soleil dessert tout le Grand Montréal, donc il comble les besoins non comblés. Donc, si la personne dans son quartier, il n'y a pas un organisme qui peut y répondre, c'est sûr qu'on va référer Jeunesse au Soleil. Ils ont aussi un service de livraison qui est très rare. Là. Je pense que si vous êtes sur le terrain, vous le savez, c'est très rare qu'il y ait ce service-là. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on les réfère. Puis, il faut dire aussi que quand les gens nous appellent, on leur donne toujours 3 ressources. C'est comme notre chiffre magique, là, 3 ressources par besoin. Donc, souvent, on va donner les banques de quartier et Jeunesse au Soleil. Donc, c'est sûr que ça gonfle aussi le nombre de fois qu'on les réfère. Potentiellement que la personne se rend pas à Jeunesse au Soleil, finalement, elle commence par les 2 premiers, puis elle trouve l'aide. Donc, ça fait partie de ce qu'on explore aussi dans le suivi, finalement. On peut savoir quel organisme a répondu à la personne, finalement. Est-ce que c'est son organisme de proximité ou si c'est Jeunesse au Soleil, par exemple? Oui, puis on ne sait pas non plus exactement comment les personnes utilisent les ressources de Jeunesse au Soleil. Il y en a beaucoup qui sont des nouveaux utilisateurs. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup qui utilisent 1, 2, 3, 4 fois, puis qui disparaissent. Ils ne viennent plus à notre banque alimentaire. Fait qu'on ne sait pas s'ils ont trouvé quelque chose peut-être plus proche dans leur quartier. Des fois, c'est plus long à avoir un rendez-vous. Nous, on essaie de donner nos rendez-vous dans les jours qui suivent, le premier ou le deuxième jour qui suit un premier appel. Mais on ne tient pas de stats sur les personnes qui participent plus dans les services. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils ont arrêté de venir. Et là, je tiens à mentionner que, il y a une conversation particulière. On pose des questions à Jeunesse au Soleil, mais s'il y en a parmi les participants qui veulent lever la main puis intervenir puis répondre à la question, comme je disais au début, c'est super important d'avoir une vision un peu plus globale de la réalité, justement, des différentes réalités locales. Donc, si vous avez des réponses complémentaires ou des éléments qui seraient importants à adresser, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro. On est là pour échanger tout le monde ensemble. Donc, ça, c'était pour, on peut y revenir aussi s'il y a des gens qui pensent à autre chose, mais pour tout ce qui est, d'où proviennent les références faites vers Jeunesse au Soleil. Mais si on passe à d'autres questions,
arrive-t-il que les personnes qui s'adressent à la Jeunesse au Soleil soient redirigées, que ce soit vers d'autres organismes d'aide alimentaire pour une raison X ou vers des organismes répondant à d'autres besoins? Pour d'autres aides alimentaires, non. On ne fait pas présentement, on ne réfère pas des gens dans des places plus proches de leur quartier. Mais on n'est pas opposé à cette idée-là non plus. Si on avait une meilleure réseau d'organismes communautaires, si nous, on avait notre réseau avec d'autres groupes qui ont une capacité d'accueil. C'est ça que moi, je ne connais pas très bien, c'est la capacité d'accueil de les autres groupes. On entend souvent, il y a des listes d'attente avant d'être capable, mais je ne sais pas, je n'ai pas ces conversations-là. Fait que s'il y a des personnes qui gèrent des banques alimentaires qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui, peut-être on pourrait en parler. Mais pour d'autres services, oui, on peut penser à référer des personnes victimes d'incendie pour le service de référence pour les familles sans logis ou on réfère souvent des femmes qui ont d'autres problèmes à des santé femmes. On réfère aussi à notre tour à le 211. Je te dirais plus souvent qu'autrement. On donne ce numéro-là. On vante les mérites de le 211 si c'est un service que nous, on n'en a pas chez nous. Alors, parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments par rapport à cette question-là, Brigitte, que tu voulais explorer. Non, ben c'est sûr que, tu sais, encore une fois, moi, c'était une curiosité de savoir si les gens ont le réflexe, justement, de référer les personnes qui ont des multiproblématiques vers le 211 ou si elles ont leur propre répertoire, leur propre réseau, là, justement. C'est un peu ce que j'espérais entendre, là. Donc, c'est sûr que s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, je serais très curieuse de vous entendre. Oui, on a Ève Thorez. Oui, bonjour tout le monde. Éric, c'est ça, on s'était déjà rencontrés à Parc Extension. Oui. Peut-être que justement pour connaître les autres ressources aussi plus locales, donc actuellement je suis de retour à Montréal-Nord, peut-être que aussi être invité ou participer à l'occasion aux tables de concertation en sécurité alimentaire, tu sais, dans les quartiers pour peut-être connaître les ressources, créer des liens avec des partenaires pour pouvoir faire justement ce partage de référence, ça pourrait être aussi intéressant. Oui, c'est très pertinent comme point. Effectivement, on est sur le GRASAP, la table de consultation à ParkX, mais peut-être de voir dans des autres quartiers. Surtout, Erika, tu parlais des quartiers qui restaient de perdre leur aide alimentaire d'urgence, d'être mis sur ces tables de quartier-là, de prendre contact avec eux autres, de voir. C'est quoi les capacités, puis aussi comment bien référer des personnes, c'est quoi les capacités d'accueil. Est-ce que je peux compléter ma question? Pardon, je viens de... Et en même temps, savoir si vous pouvez aider aussi des organismes comme plus petits. Je pense par exemple à Montréal-Nord, un centre d'hébergement qui vient en aide aux personnes nouvelles arrivantes, puis qui offre aussi normalement les repas, puis qui présentement fait tout sur ses deniers, n'a plus de denrées alimentaires. La Traverse. Oui, on les a aidés à Noël, la Traverse, effectivement. Voilà. Oui. Exactement. Donc, les liens aussi avec ces organismes-là pour aider les plus petits, aussi à aider. Oui, tout à fait. On travaille dans cette optique-là. On aimerait travailler plus dans cette optique-là. On avait quelques groupes à Noël qu'on a aidés. C'est nous qui ont donné les paniers de Noël, puis la Traverse, ça fait partie de ces groupes-là. C'est une question de curiosité parce que, Ève, vous avez mentionné de partager les références. Puis c'est quelque chose qui me titille parce que comment justement procéder pour partager le partage de données comme ça de personnes vulnérables. En tout cas, c'est une grande question que j'aimerais aborder peut-être dans un autre webinaire, là, mais je demandais a priori s'il y avait des préoccupations par rapport à ça, puis comment on pourrait procéder. Mais je ne sais pas si c'est une réponse trop longue.
Ben, en tout cas, non, c'est sûr qu'il y aurait une discussion puis plus large, puis avec tout le monde qui est ici certainement, parce que je pense que peut-être tout le monde a des propositions ou a déjà peut-être pensé à ça. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que quand je pense à des organismes plus petits qui ne sont pas soutenus financièrement, souvent ils sont mis de côté alors qu'ils sont extrêmement pertinents et les plus gros leur réfèrent du monde. Donc même si on ne partage pas, parce que ça, dans plusieurs quartiers, ça s'est retrouvé, tous les groupes sont mal financés, donc on garde sa clientèle pour s'assurer de la pérennité de son service, puis pour obtenir des fonds, donc ça c'est toujours un enjeu évidemment. Mais si au moins, comme si des gros joueurs, des YMCA, tout ça, de ce monde qui réfèrent des fois du monde à des organismes plus petits, pouvaient aussi partager certaines ressources, alors que ce soit des ressources alimentaires, mais peut-être des savoirs, du support, du monde à disponibilité pour aider ces petits-là à faire des demandes de financement sur des projets, parce que c'est ça, tout le monde a la même capacité en ressources humaines. Dans un premier temps, peut-être le transfert des savoirs et des compétences. Et puis bon, après, on parlera des personnes qui bénéficient du projet, mais au moins, lorsque vous référez du monde à tel organisme, après, des fois, ils sont oubliés parce qu'ils ne sont pas parmi les plus gros, les plus populaires et tout. Puis oui, ils ne sont peut-être pas les mieux structurés en termes de gestion ou d'administration, mais par contre, leur impact au niveau local est immense et ils sont nécessaires. Donc, comment les plus gros joueurs aussi redonnent à ces organismes-là, ça pourrait être une première étape. Je pense qu'un élément intéressant que j'ai envie de mentionner aussi, c'est qu'on sait aussi qu'il y a un écosystème, puis des services qui sont peut-être un peu invisibles, qu'on ne peut pas nécessairement référer, mais qu'on sait que ça existe. Je participais à la table sur la faim, entre autres, en début de semaine, où ils expliquaient que finalement, ils ont mis en place des appels d'amitié, des fois pour des personnes qui demandaient de l'aide alimentaire. Ce n'était pas leur service de base, mais ils l'ont fait parce qu'ils sentaient que leur clientèle vivait de l'isolement, puis ils ne voulaient pas les laisser tomber, etc. Donc je pense qu'il y a cet avantage-là aussi avec les petits organismes de proximité, finalement. C'est il y a une appartenance dans le quartier, c'est l'organisme à côté et tout. Donc, c'est sûr qu'on espère vraiment, de un, pouvoir valoriser ces organismes-là qui ont peut-être une capacité moins grande, mais définitivement, j'espère qu'à travers les concertations, il y aura moyen aussi d'augmenter leur capacité, mais qui font partie du noyau de la communauté, là, finalement. Puis c'est sûr qu'on comprend que Jeunesse au Soleil, qui voit passer des gens différents avec un gros volume, n'a pas nécessairement ce même lien-là, là, je pense qu'il est important à créer aussi, là. Super. Ben, oui, pardon, vas-y, Eric. Non, je l'ai dit, effectivement, on ne voit pas ça justement avec notre clientèle parce qu'il y a un roulement. On le voit avec ceux qui sont peut-être sur notre liste de livraison régulier, qui peut-être 200 personnes vivant seules, qui sont des personnes qui attendent une livraison à chaque mois, mais ce n'est pas la majorité de notre clientèle, effectivement. C'est cet aspect-là de communauté. Malgré on a des projets de jardins collectifs et des cuisines collectives, mais il y a toujours un haut volume de roulement. Donc, la prochaine question, elle revient un peu à complète, à rebondir sur des choses qui ont été mentionnées, mais y a-t-il des canaux de communication entre Jeunesse au Soleil et d'autres organisations offrant de l'aide alimentaire? Je pense qu'on y a répondu en partie, mais... Ben, oui, avec notre association, avec le GRASAP, qui est le table de concertation sur la fin de ParkX, l'arrondissement dans lequel on se trouve. On parlait avant que le webinaire commence aussi, on a des liens avec d'autres organismes en sécurité alimentaire, puis des refuges aussi, pour partager un peu les surplus quand ça existe, des surplus de stock, mais pas le surplus de clients. Si on ne fait pas des référencements comme ça, puis on ne connaît pas nécessairement la capacité de l'accueil, puis si je n'ai pas ce réflexe même là à ParkX, ben, vu qu'on est dans ParkX, de référer des gens à d'autres groupes à ParkX. On a un projet aussi à Montréal-Nord. Je ne sais pas si c'est connu par tout le monde, mais avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal-Nord, à peu près une trentaine de familles par mois, par semaine, excuse-moi, qu'on vient apporter de la nourriture de la Banque alimentaire de Jeunesse au Soleil à Montréal-Nord, dans ce centre-là.
c'est un modèle qu'on aime beaucoup, qui fait beaucoup de bien pour ces familles-là. Puis c'est des familles différentes à chaque semaine, si on veut. C'est un modèle, je pense, qu'on pourrait développer avec d'autres groupes sur le terrain dans d'autres quartiers. Merveilleux. Ça fait partie des choses qu'on veut renforcer, là, le partage, la mutualisation de ressources entre les grosses organisations, les plus petites dans les quartiers, s'assurer que tous les quartiers puissent continuer à offrir des services de façon locale. Donc, c'est à ça qu'on sert aussi, faire du maillage. Je veux m'assurer, Brigitte, que la question a bien été posée et que tu n'as pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais aborder à partir de ça? Non, ça va? Ça va. Excellent. Donc, on passerait au volet qui est un peu, à mon avis, le crunch là, de notre questionnement qui était par rapport à la communication entre le 211 et les organisations. Comme on l'a dit, il y a cette volonté toujours de renforcer ce réflexe. Comment on fait pour renforcer le réflexe des organismes partenaires sur le terrain qui font de l'aide alimentaire, peut-être d'autres intervenants qui ne sont pas directement en train de donner de l'aide alimentaire, mais qui appuient tout le réseau. Comment on fait pour renforcer la mise à jour des services dans le 211, des services accessibles au sein des organisations? Peut-être qu'Éric a une première réponse. Comment avoir le réflexe, je pense, allant sur le site web de le 211, de parler avec ses collègues, je sais pas, de trouver ça important peut-être de faire une note dans le calendrier à chaque mois, de mettre une mise à jour. C'est sûr, si on ne parle pas avec le 211 d'une façon mensuelle ou à chaque semaine, on va oublier de leur donner un update. Mais quand on a une nouvelle à partager, si c'est assez important de le mettre sur notre Facebook, peut-être le réflexe devrait être, c'est aussi important de dire à le 211 en termes de capacité ou de nouvelles services ou de bris de services. Je pense que ça serait un bon début. Peut-être, Brigitte, tu veux faire des webinaires et des conférences aussi, comme font Moisson. Moisson, 2 fois par année, ils ont les grands échanges. De faire des conférences à ce niveau-là, je ne sais pas. Tout moyen est bon pour essayer de développer des réflexes. Là. En fait, peut-être se joindre à Moisson au lieu de dédoubler des réunions, simplement participer à cette réunion-là quelques instants pour faire des rappels. C'est toujours... moi, je trouve cette suggestion magnifique, mais vas-y, Brigitte. Bien, certainement. C'est sûr qu'on s'aperçoit que plus on est présent, plus... c'est déjà, je pense, aujourd'hui, vous avez pu mettre un visage sur le 2-1. Donc, des fois, juste ça crée un réflexe. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'être le plus présent possible. Oui, je pense que c'est une excellente idée. L'idée des réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose à quoi on réfléchissait dernièrement. Parce qu'en fait, nous, on essayait de voir, est-ce qu'on pourrait suivre les réseaux sociaux? Est-ce qu'on pourrait suivre les pages Facebook de tous les organismes pour voir si c'est un endroit où il y aurait de la nouvelle information? Parce qu'on le sait que c'est un réflexe maintenant de mettre l'information là. Mais Facebook n'a vraiment pas été créé pour aider le 2-1. les algorithmes font en sorte qu'on se retrouve avec plus de vidéos de chat que d'informations pertinentes. Là. Donc, nos recherchistes perdraient vraiment beaucoup de temps là, à devoir suivre les pages Facebook de tous les organismes là, au quotidien. Donc, déjà, on se disait, c'est sûr que quand les gens ils font une publication Facebook, ils se disent, il faudrait aussi que j'en parle au 2-1. Peut-être que ça serait un réflexe, mais on essaie de voir un peu de toutes les façons. C'est sûr que déjà, merci aux organismes qui répondent à nos recherchistes. Ça devient des fois un peu ingrat pour eux de toujours devoir rappeler. Puis des fois, on rappelle les mêmes organismes souvent parce que c'est des organismes qu'on réfère puis qu'on reçoit de l'info. Donc, mais peut-être ça aussi, c'est peut-être un bon moyen de peut-être nous appeler plus souvent. Puis d'avoir il faudrait un dialogue. plus de recherchistes. Oui, plus de recherchistes, mais d'essayer d'avoir peut-être un lien aussi avec les ressources. Là, d'appeler. Ouais. C'est sûr que c'est titanesque, hein, parce qu'on a environ, je l'ai dit tout à l'heure, 6 000 organismes dans la base de données. Donc, c'est sûr déjà appeler ces organismes-là une fois par année, c'est du travail. Il faut se répartir la tâche. Là. Puis surtout que ces organismes-là, en général,
les organismes nous répondent très, très, très rarement du premier coup. Donc, en fait, c'est 6 000 organismes qu'on a dû contacter 3-4 fois avant qu'ils nous répondent. Donc, on parle vraiment d'une quantité incroyable de communication par année. Donc, c'est sûr que si ça devient un réflexe, je vois la question de Christa Smith sur le chat, si ça devient un réflexe de... Dans le fond, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. Il y a une façon, juste appeler le devant. Dans le fond, c'est possible. Là, nos conseillères vont référer directement vers un ou une recherchiste. Nous envoyer un courriel. On a une boîte édition à commercial21qc.ca où c'est possible d'écrire directement. Écrivez-nous sur Facebook, même si vous voulez. On a une page Facebook. Il y a vraiment différentes façons là, de nous communiquer cette information-là. Donc, vraiment, ce qui est le plus efficace pour vous, finalement. Puis, il y a notre site web aussi, c'est possible de cliquer sur « Signaler un changement » pour nous envoyer un message. Donc, toutes les façons sont bonnes de nous envoyer l'information. Et est-ce que, je rebondis avant de passer la parole à Alissa, mais est-ce que on parlait d'un formulaire au début, ce formulaire-là, est-ce qu'il est présentement accessible? Puis quelqu'un qui voudrait justement mettre à jour pourrait simplement cliquer sur ce formulaire-là pour aller mettre à jour les données de l'organisation? Malheureusement, il n'est pas encore disponible sur le site web. On l'avait envoyé par infolettre, mais c'est sûr que c'est un projet à court terme. Ceci dit, s'il y a des personnes qui ont reçu le formulaire et qui veulent me dire comment ils l'ont trouvé, je serais curieuse de vous entendre aussi, mais on peut laisser d'abord la parole à Alissa. Certainement. Alissa. Est-ce qu'on m'entend comme il faut? Oui. OK, parfait. Je suis à la réception de Maison des Amis sur le plateau. Donc, on reçoit tous les appels. Il y a plusieurs intervenants qui nous appellent pour de l'aide, les clients, etc. Mais une des choses pour nous, c'est qu'on a vraiment de la misère, c'est de bien référer le monde. Justement, des fois, on regarde sur le 211, mais des fois aussi, c'est de savoir comment communiquer entre organismes puis mettre à jour entre organismes, savoir justement la question d'accueil, la capacité d'accueil de chaque place, la capacité de sac alimentaire de chaque endroit. Tu sais, nous, des fois, il y a une journée qu'on va avoir 150 personnes, une autre journée qu'on va avoir 75. Tu sais, ça varie de jour en jour, puis c'est de se préparer à tous les jours, d'être prêt à accueillir la clientèle. Puis on essaie de ne pas trop référer non plus. Si c'est un service qu'on ne peut pas donner, c'est clair qu'on va référer, mais on essaie d'accueillir le plus de monde possible. Mais c'est de savoir s'il y a un moyen que les organismes mettent à jour eux-mêmes, peut-être sur le site web. Je ne penserais pas peut-être sur le site web du 211, comme créer un portail de communication qu'on peut mettre à jour nous-mêmes. Les données comme ça, c'est pas juste la job du 211 de courir après les organismes et d'aller chercher les informations, c'est que nous-mêmes, on puisse le faire. Mm-hmm. Bien, certainement. C'est sûr que on ne pourrait pas envisager, par exemple, d'avoir une base de données où c'est complètement ouvert puis vous pouvez directement aller modifier vos fiches parce qu'il y a quand même entretenir une base de données de 6 000 organismes, c'est une expertise aussi où les champs doivent être uniformes, entre autres pour nos conseillères, là, dans le fond, qui ont besoin rapidement d'être capables de trouver la bonne information. Donc, c'est sûr qu'il va toujours y avoir un travail de formatage. Il va quand même toujours falloir qu'on repasse sur les fiches pour s'assurer que c'est bien rentré, mais ceci dit, on a ce formulaire-là. Dans le fond, on vous l'envoie par courriel quand vous en faites la demande. Là. Donc, ça peut être envoyé très régulièrement. Puis, c'est ça, le formulaire qu'on avait créé aussi, ça se veut ça là, aussi, de pouvoir aller directement regarder sa fiche. Puis, dans le fond, il y a les différents champs où vous pouvez indiquer dans quel champ vous voulez une modification. Ben, effectivement, j'entends que ça peut être amélioré. Là. Je pense qu'on va essayer de travailler là-dessus puis de divulguer l'info. Mais oui, définitivement, on va travailler là-dessus. Alissa, je retiens très la suggestion d'avoir un portail qui permet de mettre à jour les informations et de partager les données. Je dois avouer que ça fait partie des choses dont je rêve la nuit. J'ai des rêves plates de même. Mais oui, d'avoir quelque chose qui permet non seulement de mettre à jour les services, on l'a vu pendant la COVID, le travail de concertation dans les quartiers est super important. Puis quand on a un organisme qui fait de la coordination puis qui travaille en collaboration avec les organismes qui font de l'aide alimentaire, bien, il y a ce partage-là de donner des services qui sont offerts puis de savoir quelle organisation finalement a
qu'est-ce qui est offert aujourd'hui? Par quelle organisation? Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils sont en train de référer vers l'autre? Est-ce qu'il y a des infrastructures disponibles? Il y a tellement d'informations qui a été, pendant la COVID, il y a eu un effort intense pour colliger ces informations-là, partager ces informations-là. Puis on dirait que depuis ce temps-là, on se rend compte de l'importance d'avoir cette capacité. Bien, c'est sûrement que c'était déjà là avant, mais en tout cas, moi, j'ai été mis plus à l'affût de cette réalité-là avec la COVID. Puis de pouvoir justement avoir un portail où est-ce qu'un quartier peut se loguer, puis mettre à jour ces données-là, puis se partager ces données-là de façon sécurisée aussi. On parlait tout à l'heure, j'ai relancé Eve par rapport à ça, donner des données de clientèle, c'est super important que ça soit anonymisé. C'est quand même des populations vulnérables. Tout le monde a droit à l'anonymat, puis que ça soit sécure comme ce partage d'informations-là. Donc, ça fait partie de mes grands rêves. Je travaille là-dessus très fort, mais ça va. Un jour, j'ose croire qu'on va l'avoir. Ben, si je peux ajouter, on a ce rêve-là en commun. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il ne faudrait pas partir de zéro. Je veux dire, on a déjà une infrastructure qui nous permettrait de développer ça graduellement. Puis, c'est sûr que la question de la capacité en temps réel, je trouve ça intéressant que ça sorte par rapport aux banques alimentaires. C'est un projet dont on rêve depuis vraiment longtemps pour les refuges en itinérance. Puis, on se cogne souvent à des obstacles déjà, le principal obstacle, c'est que si on veut que ce portail-là fonctionne, il faudrait que tous les organismes développent le réflexe de toujours aller indiquer leur capacité sur ce portail-là. Juste ça, on a une question logistique qui est vraiment pas simple, là. Dans le fond, ça risque d'être très inégal. Il risque d'avoir des organismes qui vont toujours y aller, des organismes qui ne vont jamais y aller. Puis là, ça devient difficile de vraiment faire vivre un portail où on n'a pas toute l'information exhaustive, mais définitivement, là, on partage un rêve. Là. Donc, si c'est un projet, appelez-moi. Là. Je veux en faire partie. Il y a Emma qui a la main levée. Merci, Alissa, pour la question. C'est juste pour parler d'une idée, justement, qu'un de nos résidents a sorti, puis c'était effectivement envers les ALT. Par contre, les personnes qui utilisent les ALT ont généralement pas beaucoup d'accès à l'Internet. Fait que, moi, dans ma tête, ça marchait mieux pour la sécurité alimentaire. C'est que, tu sais, quand on arrive à un point où que nos banques alimentaires ou nos services alimentaires, ils n'ont plus de stock, ça arrive vraiment dans la minute. Ils n'ont pas le temps de nécessairement appeler, faire des formulaires, etc. Puis, tu sais, l'idée, dans le fond, c'était un peu comme faire qu'est-ce qu'on fait avec Google Maps. Fait que toi, en tant qu'organisme, tu as un compte, tu vas là-dedans, tu changes tes heures d'ouverture. Surtout avec le COVID, quand les affaires sont ouvertes, sont fermées, c'est quoi la capacité? Ils pouvaient changer ces affaires-là comme physiquement. Alors, je ne sais pas si c'est comme une manière de repurpose ce genre de fonction-là pour dire, OK, ça, c'est le regroupement de ces comptes-là qui font faire avec la sécurité alimentaire dans Ville-Marie, dans les différents quartiers. Mais c'était vraiment l'idée qu'elle avait, c'était qu'on ait chacun les organismes communautaires à nos comptes. On rentre là-dedans, on met les informations qui sont pertinentes, qui peuvent aussi être très différentes selon les quartiers. On a des différentes dynamiques. Il y a des différents organismes qui vont peut-être prioriser les résidents qui viennent spécifiquement de leur quartier. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ouverts. Fait que ce serait comme toutes les listes d'affaires qui seraient genre prêts quand tu cliques sur l'organisme, mettons, dans la carte. OK, j'arrive. On est en train de rentrer dans un monstre. Là. Mon rêve est un monstre, je dois vous l'avouer. C'est plein de fonctions puis plein de capacités qu'on pourra s'en reparler, je pense, à un autre moment. Là, on va rester vraiment dans le 1.0 puis comme maintenant, aujourd'hui, comment on fait. Puis on se permettra, je pense qu'on va se permettre de rêver sur la construction de cet outil-là dans un autre webinaire sur comment on pourrait le faire, puis ça serait quoi les limites, puis comment... C'est vraiment toute une conversation qui certainement on va avoir prochainement. Mais en même temps... Mais oui, vas-y, Brigitte. Oui, excuse-moi. Ben, en fait, on dirait que oui, ça paraît comme un grand rêve lointain, mais pas tant que ça, parce qu'au final, la carte dont elle parle, on l'a. On a dans le fond, sur notre site web, on peut voir la carte des organismes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà, qu'on a déjà. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement un portail où les gens peuvent aller s'inscrire, mais c'est assez efficace dans le sens que si vous contactez nos recherchistes, ça va se faire là, très rapidement là, de mettre à jour l'information dans notre base de données. Donc, au final, c'est sûr qu'il y a un intermédiaire. C'est sûr, cet intermédiaire-là, je comprends
j'entends que ça crée une certaine lourdeur, mais en même temps, ça crée une capacité de bien contrôler l'information puis de s'assurer que ça ne dégénère pas. Tu sais, un portail, des fois, ça peut. Les capacités informatiques sont différentes là, dans les différents organismes. Donc, on peut se retrouver avec un chaos d'informations qui n'a pas été filtré. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que, je défends le travail de nos recherchistes, mais ils ont quand même vraiment cette expertise-là pour s'assurer que l'information qui est colligée est bien colligée. Là. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut continuer d'en rêver plus tard, mais on n'est pas si loin que ça, je pense, de ce que vous espérez finalement. Là. Ah, certainement, j'en parle comme un rêve lointain, mais en fait, il est dans un document en train de se structurer de façon concrète. Il y a Christa qui a la main levée. Donc, je ne veux pas écraser votre rêve, mais quand moi je l'entends que je pourrais avoir accès au portail moi-même, pour moi, je suis comme s'il te plaît, non. Parce que de la perspective de quelqu'un sur le terrain, garder mon propre page web à jour est un énorme défi. Le Facebook, l'Instagram. Fait que là, s'il faut que j'apprenne un autre portail pour garder un autre portail à jour, moi je suis out. Tandis qu'un Google Form, que tout le monde sait utiliser, c'est hyper simple, puis c'est toujours ouvert. Puis, parce que là, tu sais, la discussion est dans comment créer le réflexe. Pour moi, puis écoute, c'est pour moi perso, là, mais un réflexe pour aller remplir un Google Form, ça, c'est facile. Mais le réflexe d'aller, tu sais, apprendre un autre portail, l'utiliser, nanana, là, c'est comme anti-réflexe. Donc, pour moi, le plus important, c'est que ça soit simple, instantané, pour que je puisse le faire live, parce que si on ne le fait pas live, puis il faut que j'attende que le formulaire se réouvre dans 6 semaines, oublie ça, on a oublié, on a passé à autre chose. Donc, moi, je suis moins pour avoir mon propre accès au portail et plus pour un formulaire qui est juste toujours ouvert, puis pareil, puis on le remplit, puis on passe à autre chose. Génial. Bon, on va garder nos recherchistes. C'est une excellente intervention, puis ça dépend, ça dépend de où est-ce qu'on est. Tu sais, si on est dans le feu de l'action directement en train de monter ses paniers, puis de gérer ses bénévoles, puis de répondre à la clientèle. Tu sais, c'était la question aussi que j'avais au moment, là, vraiment, dans le plus intense de la COVID, quand Brigitte m'a contactée, puis qu'on a commencé à parler de ça, j'étais comme, est-ce qu'il y a des gens qui sont mieux positionnés que les premières lignes? Est-ce que c'est les tables de quartier, les tables de concertation de quartier qui font déjà cette coordination-là, qui colligent ces informations-là pour leur propre gouverne, pour qu'ils puissent eux-mêmes appuyer leur réseau puis référer de façon adéquate? Est-ce que, oui, il y a des gens de la première ligne, mais il y a d'autres tous les OC, les organisateurs communautaires, est-ce que c'est comme, encore une fois, là, il peut y avoir plein de réponses, c'est vraiment une question ouverte. Est-ce que l'ensemble du réseau peut être mobilisé pour ce réflexe de mise à jour? Puis est-ce qu'en fait, c'est déjà le cas? Est-ce que les gens dans les tables de quartier, est-ce que les intervenants dans les CIUS, est-ce que les gens même, je ne sais trop, dans les arrondissements, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour la mise à jour des données? Ou est-ce que ça repose simplement sur... simplement, en tout cas, je n'aime pas ça utiliser simplement. Est-ce que ça repose sur les épaules des organisations qui offrent ces services-là seulement? Ève? Oui, ça, c'est des remarques qu'on a souvent dans les rôles d'organisation communautaire. Tu sais, si on peut donner le support pour ça parce qu'ils sont déjà relativement dépassés ou, encore une fois, comme je le mentionnais tantôt, manque de ressources humaines, tu sais, et puis ça devient le dernier de leurs soucis, ça. Donc, effectivement, il y a quelque chose à voir là-dessus. Mais je voulais aussi voir ce qui... Au niveau de la promotion, on l'entend dans les quartiers, puis il y a plusieurs études qui confirment dans les différents quartiers que la plupart des résidentes et résidents ne connaissent pas ou n'utilisent pas leurs services. C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent dans les mêmes organisations, etc. Est-ce que par rapport à ça, il peut y avoir des promotions conjointes? Bon, beaucoup d'organismes ou de tables de concertation font leur propre bottin, essayent de trouver leur propre solution pour donner les informations locales. Est-ce qu'il peut y avoir des actions conjointes en termes de promotion pour que la mission du DE1 soit plus connue, mais en même temps que les organismes aussi profitent
de cette promotion, de ce type de promotion-là en même temps? Ben, moi, j'adore votre question, là, ça m'ouvre une très grande porte. C'est sûr que tu sais, nous, finalement, tu sais, le 2-1, c'est vraiment un service que plus il va être connu, plus les organismes communautaires vont être connus. Parce que tu sais, notre but, oui, c'est de se faire connaître, mais pour faire connaître les autres, là, ultimement, le 2-1 comme tel, on s'en fout, là, c'est les organismes, là, dans le fond, qui vont aller offrir le service et qui vont être pertinents. Donc, c'est sûr qu'on veut faire des efforts en ce sens-là. Tu sais, nous-mêmes, on a vraiment. Les communications, c'est très important dans notre rôle, là. On travaille vraiment très fort à se faire connaître. Puis malgré ça, on s'aperçoit toujours que on se questionne toujours sur, voyons, est-ce qu'on peut trouver autre chose? On fait des pubs à la télé, on fait des pubs dans le métro, puis malgré ça, on entend souvent que les gens n'ont jamais entendu parler de nous, qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait, etc. Donc, c'est sûr que la perche de passer par les communications dans les quartiers, ce qu'on s'aperçoit, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne. Donc, tu sais, d'aller dans les quartiers via les organismes, via les équipes d'organisation communautaire, je pense que c'est vraiment, tu sais, on avait un exemple dernièrement, justement, dans un quartier où ils ont fait la promotion des organismes d'aide alimentaire parce qu'il y avait une épicerie qui fermait, puis ils voulaient vraiment s'assurer qu'il y avait comme un désert alimentaire qui a été créé finalement, donc ils voulaient s'assurer que les gens connaissaient les ressources qui existaient. Puis il y a eu la promotion du 2-1 dans ce pamphlet-là, mais on en a entendu parler un peu plus. En fait, une fois que l'outil avait été fait, mais ça, on aimerait ça travailler en amont avec les tables de quartier, avec les organismes pour aider à créer ces outils-là, puis pour, ben, c'est ça, en profiter pour faire la promotion. Si c'est un pamphlet, par exemple, sur quelles sont les ressources en aide alimentaire, ben, on peut ajouter pour tout autre besoin, contacter le 2-1 parce que si on devait mettre toutes les ressources toujours sur tous les pamphlets, ça serait impossible. Donc, le 2-1 est un peu finalement le raccourci pour tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le pamphlet. Appelez le 2-1, ils vont vous donner l'information. Oui, tu l'as mentionné, Brigitte, il y a eu c'est une belle initiative dans Centre-Sud qui a été réalisée ils ont une nouvelle épicerie solidaire, puis en plus, ça donnait que l'ouverture de l'épicerie solidaire était en même temps que la fermeture de l'épicerie de quartier. Donc là, ils ont fait un travail de communication intense de pamphlets auprès des résidents, puis il y avait déjà leur cartographie dans Centre-Sud de l'aide alimentaire, ils l'ont mis à jour, puis ils l'ont passé à travers le quartier. Donc, c'est sûr que... Puis, ils ont eu le réflexe d'exposer le 2-1-1. Donc, c'est un beau travail d'équipe, finalement, de toujours... tous les efforts qui sont mis. C'est une excellente question dont je n'aurai pas de réponse encore. Il y a des efforts à mettre toujours, comme tu l'as mentionné, Ève, c'est de faire connaître les services. C'est dans tous les organismes communautaires, c'est au niveau local, c'est comment on fait pour rejoindre les gens qui, finalement, on sait, la majorité des gens qui vivent dans l'insécurité alimentaire, ben, ils ne vont pas dans les banques alimentaires. Fait que comment on fait pour les rejoindre, c'est une des grandes questions écrites dans le ciel qu'on continue de chercher des réponses sans cesse. Je pense qu'on peut, j'ai envie de rebondir puis de tendre la perche à Lisiane, qui est une de nos partenaires du côté des petits frères. Il y a des initiatives aussi, des fois, qui ne sont pas nécessairement, qui sont externes, par exemple, leur initiative où, en fait, eux, ils rencontrent sans arrêt, ils parlent sans arrêt à des personnes aînées, puis ils peuvent en profiter justement pour aller voir si ces personnes-là sont en situation d'insécurité alimentaire. Puis si c'est le cas, justement, nous référer pour qu'on puisse trouver les meilleures ressources qui vont pouvoir les aider. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe le réflexe aussi de chaque fois qu'il y a eu plein d'initiatives de porte-à-porte, de brigades, de téléphones d'amitié, etc. Je pense que nous, on a un travail d'aller s'inscrire dans ces initiatives-là pour former finalement les brigades, les sentinelles, etc., puis leur dire, si la personne a besoin d'aide, vous pouvez leur dire de nous appeler, là, finalement, pour que le référencement vers le communautaire soit universel, là, finalement, que ce soit un réflexe. Je peux compléter, Brigitte, juste pour te dire que justement, dans notre boîte à outils qui s'adresse à nos cordos, on a beaucoup de coordonnateurs dans chacun des quartiers de tout le Québec. Et de Montréal, il y en a 13 pour le Grand Montréal, de coordonnateurs qui travaillent avec les bénévoles qui, eux, côtoient les grands aînés. Alors, nous, la population touchée, c'est des personnes de 75 ans et plus. Donc, tranquillement, on essaye aussi de donner de l'information, des ressources. Donc, on a créé cette boîte à outils où on réfère vers le 2-1. Mais dans notre projet qui touche l'insécurité alimentaire avec la ville de Montréal,
où tu participes et Erika aussi, ben là, on va essayer de renforcer vraiment la compréhension de ce que vous faites, puis la connaissance par quartier des ressources qui touchent l'aide alimentaire. Et puis, dans notre cas, il y a beaucoup, l'isolement social a un impact très, très, très fort aussi sur la sécurité alimentaire et la dénutrition. Donc, on a pu faire un sondage et avoir des données intéressantes là, de la santé publique, puis on voit qu'il y a un impact très fort de en fait, de la solitude sur toutes les habitudes alimentaires des aînés. Donc, on a dans l'idée de vous présenter ce projet-là avec un peu plus d'informations quand on va être un peu plus avancé, mais ça serait intéressant. Ben oui, oui, ça serait certainement intéressant d'avoir un webinaire sur la question des personnes aînées, puis toutes les limites, les difficultés, les enjeux qui sont liés à l'insécurité alimentaire des personnes aînées. Puis je veux dire, il y a Emma qui a mentionné un peu plus tôt de façon très pertinente que ça doit être quand même très mélangeant. On a c'est pas facile là, de penser, il y a 2-1-1, il y a 3-1-1, il y a 8-1-1, puis on peut même avoir ce manque de réflexe de est-ce que je peux vraiment juste faire 8-1-1 et ça fonctionne. Les gens n'ont pas, a priori, ne pensent pas que ça va fonctionner de prendre le téléphone puis de juste faire un 2-1-1 puis ça va rejoindre quelqu'un. Puis après ça, c'est de se démélanger de qui on appelle si on a besoin de quoi. Ça peut être certainement mélangeant pour une personne qui est plus âgée. Là. C'est ça. C'est souvent leurs bénévoles, en fait, qui font la démarche pour eux ou qui les accompagnent. Là où on en est actuellement dans notre réflexion, c'est qu'on aimerait bien pouvoir, en fait, faire plus de prévention. Parce que le moment où la personne va oser en parler à son bénévole, souvent, c'est déjà critique. Ou ça peut être, l'état critique pourrait être... on pourrait agir davantage en amont s'il y avait une meilleure connaissance de tous les organismes, puisqu'il est possible d'avoir même de façon temporaire. Alors, oui, c'est un vaste sujet qui est en ce moment dans notre mire, d'améliorer toutes ces informations-là, puis de vraiment renforcer le maillage. Excellent. On va tranquillement terminer le webinaire. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient certains éléments qu'ils voudraient apporter avant qu'on mette fin à cette conversation. Une dernière question ou un élément que vous aimeriez poser ou exposer, que ce soit à Éric de Jeunesse au Soleil ou Brigitte du 2-1-1 ou même entre nous. De toute façon, on semble avoir fait le tour. Oui, je vois Ève qui lève le doigt. Je m'excuse, ouais, c'est ça. Mais en fait, je me demandais, c'est vraiment de manière plus large, tu sais, dans plusieurs quartiers, on ne pense pas à la sécurité alimentaire de la même façon. Des fois, on ne la pense pas du tout parce qu'on est pris par répondre aux besoins. Est-ce qu'il y aurait moyen, c'est sûr qu'on travaille sur des concertations en sécurité alimentaire dans chacun de nos quartiers, donc on adapte évidemment en fonction des milieux et tout. Mais est-ce que vous avez déjà des endroits où on pourrait le travailler justement de manière plus large, vous, enfin en tout cas au Conseil SAM et tout ça, c'est sûr qu'il y a une vision plus globale par rapport à Montréal, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui se font, parce que des fois ça ne sert à rien de réinventer la roue, il y a des quartiers où il y a déjà où il y a des situations géographiques et tout ça similaires et où on pourrait peut-être explorer certains projets et ceux qui ont déjà, pour accélérer, parce qu'à chaque fois, on nous demande dans les projets au niveau des quartiers pour les groupes communautaires d'innover, l'innovation sociale, etc. Innover, ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir ces échanges interquartiers, justement, pour partager encore une fois nos savoirs, nos expériences et pouvoir redonner à nos communautés Oui, bien certainement, ça me fait un grand baume d'entendre cette question-là parce que je travaille activement présentement aussi sur un mandat pour avoir un portrait. Tu sais, il y a Centraide présentement un portrait par quartier des enjeux sociaux, mais ce que j'aimerais qu'on ait, c'est une vision plus claire. Tu sais, ça fait déjà au moins
6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on parle de systèmes alimentaires locaux, puis il y a plusieurs quartiers qui avancent, il y a plein de concertations à travers les tables de quartier, notamment, particulièrement, mais il y a d'autres instances aussi de concertation. En sécurité alimentaire particulièrement, c'est quoi le portrait à Montréal? C'est qui quels quartiers sont structurés? C'est quoi les enjeux par quartier? À Verdun, c'est quoi les enjeux qui ont été priorisés par rapport à leur système alimentaire local à côté, le quartier à côté? C'est quoi la concertation? Quels enjeux ils mettent de l'avant? Qu'est-ce qu'ils aimeraient plus travailler? Puis est-ce qu'il y a des maillages justement entre ces quartiers-là, notamment dans une approche territoriale de on est plus près, on a les mêmes enjeux, on pourrait avoir des infrastructures partagées, juste se rencontrer, se comprendre. Donc, ma première étape, c'est juste avoir ce portrait-là de qui fait quoi, quels sont les enjeux, puis quels sont les projets structurants là, qui sont mis d'avant dans chacun des quartiers ou quels sont les rêves de projets. Des fois, je pense à Saint-Laurent qui ils aimeraient ça avoir un centre communautaire alimentaire, puis ça a commencé à se travailler. Chaque quartier a comme ses priorités. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Donc, d'avoir ce portrait-là, déjà, ça nous donne une base pour mieux se connaître, mieux se comprendre qu'est-ce qui est mis d'avant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, quelles sont les opportunités. Puis là, à ce moment-là, arriver avec des réponses innovantes qui permettent de travailler ensemble pour répondre à l'insécurité alimentaire. Puis je pense qu'au niveau macro, au niveau même des bailleurs de fonds, il y a cette volonté-là de voir l'écosystème, voir les intervenants travailler mieux ensemble. Puis je pense que ce genre même si un portrait, ça reste statique, là, puis je sais que c'est toujours, si on a un bottin, il faut le mettre à jour. C'est important aussi, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté-là de pouvoir avoir cette vision régionale de où on en est dans chaque quartier par rapport à l'alimentation puis des systèmes alimentaires locaux. Donc, on travaille sur ça, puis c'est sûr que ça va être le premier jalon pour justement aller d'avant avec des initiatives d'échange, puis l'espace cuisine, ça sert à ça finalement, ça sert à se partager puis à être en connexion, mais je veux structurer ces conversations-là de façon beaucoup plus directe là, sur les questions de qui fait quoi, où est-ce qu'on en est à travers les différents quartiers, puis avoir des outils pour diffuser cette information-là, puis que ça soit accessible à tout le monde. Il y a une question dans le chat que je vais prendre avant de mettre fin. Utilisation d'une carte sur la page d'accueil au lieu de demander les codes postaux. Les gens pourraient pouvoir explorer par bloc d'arrondissement. Si nous pouvions aussi séparer les arrondissements comme Ville-Marie en 3 sous-arrondissements, nous devrions également faire un meilleur usage des logos des organisations. Ils sont plus reconnaissables pour les utilisateurs que des lots de texte. Oui, il y a beaucoup d'informations dans cette suggestion-là. Ça parle des enjeux d'analphabétisme, entre autres, qui est une belle... Si on utilise le site web, ça peut être plus difficile si ce n'est pas imagé. Après ça, il y a toute la fracture numérique. Juste l'usage du site web en soi, ça peut être difficile. Il y a beaucoup de limites à tout ce qu'on peut faire, mais c'est des excellentes suggestions que je note et qu'on pourra approfondir. Je pourrais même, je prends bien en note, j'ai contact aussi d'Emma. Si Brigitte a des questions à poser par rapport à ces suggestions, c'est sûr qu'on va pouvoir approfondir tout ça. Donc, il est 11h54, puis je vais mettre fin à cette conversation qui a été si riche. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. Merci particulier à Brigitte du 211 et Éric de Jeunesse au Soleil d'avoir collaboré pour monter ce webinaire-là. Mais merci à toutes vous, personnes intervenantes en sécurité alimentaire ou intéressées à lutter contre l'insécurité alimentaire à Montréal, puis surtout construire des systèmes alimentaires locaux durables. On va rester en contact. Nous, dans le fond, à l'Espace Cuisine, il y a des webinaires comme ça à chaque mois sur différents enjeux thématiques qu'on veut travailler avec vous. Donc, il y a eu plein de suggestions, de belles suggestions de thématiques à aborder pour les prochains webinaires. Je vais essayer de m'y mettre. S'il y en a des thématiques particulières que vous aimeriez vraiment participer de façon proactive, ça ne demande pas grand-chose d'organiser un webinaire comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça permet de vraiment répondre à vos priorités. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre d'ailleurs, est-ce que je suis capable assez rapidement de vous mettre mon contact dans le chat? Je suis capable de le faire en moins de 3 secondes.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des éléments aussi. Tout va être rendu disponible sur le site web de l'Espace Cuisine. L'enregistrement, les diapositives. Je vais essayer de mettre quelques questions-réponses qu'il y a eu pendant l'activité. Vous pouvez partager ça à vos collègues, à vos partenaires. Et puis, ça va être envoyé dans les prochains jours dès que je vais avoir fait un petit montage avec tout ça. Et puis, je vous remercie vraiment pour votre participation active et toutes vos idées. Et puis, ce sera un plaisir de vous revoir très bientôt. Donc, bonne journée tout le monde.